Alors bonjour Claire, on te reçoit aujourd'hui, Claire Koch, pardon, excuse-moi pour la prononciation. Je t'en prie. On te reçoit pour ton livre, Claire, le prénom de la honte, un livre que j'ai chroniqué sur la chaîne et je mettrai pour ceux qui nous regardent le lien en description. Et donc en fait, eh bien, tu es journaliste chez France Télévisions et tu as aujourd'hui, je crois, si je ne me trompe pas, 38 ans. Et tu as donc passé 38 ans en France et donc tu es d'origine turque et tu as déclaré dans ton livre Claire, le prénom de la honte, ton amour à la France. Et c'est un livre qui a été bien reçu par certaines personnes et qui a créé beaucoup de polémiques et beaucoup de violence chez d'autres personnes. Donc dans ton livre, tu nous racontes ton parcours du combattant pour t'intégrer, pour t'assimiler à cette France que tu aimes, que tu as aimée, que tu aimes encore. Et tu nous racontes aussi cette volonté de ta famille qui, je crois, t'a renié, à t'empêcher de t'intégrer et aussi une certaine frange de la France qui t'a aussi empêché de t'assimiler ou de t'intégrer. Tu nous diras quel terme tu préfères et pourquoi. Et donc, pour ceux qui nous regardent, à la fin de cette interview, vous comprendrez pourquoi l'intégration ou l'assimilation se passe aussi mal en France. Je pense que Claire a des clés importantes pour comprendre ça. Donc bonjour Claire et merci de nous donner de ton temps pour nous expliquer et pour éclaircir quelques points à ce sujet. Merci à toi pour m'avoir fait cette proposition. Merci Cyril. Alors, je ne sais pas par où Eh bien, je vais commencer par la première question tout de suite. Alors ton livre, la question ne va pas être originale, je crois que tout le monde t'a posé cette question, mais c'est un bon point d'ancrage. Ton livre s'appelle Claire, le prénom de la honte. Donc je rappelle à ceux qui nous regardent que tu es né Çiğdem Koç. Donc c'est un prénom turc et quand tu as été naturalisé, tu as décidé de t'appeler Claire Koç. Peux-tu nous expliquer à l'occasion de ta naturalisation pourquoi tu as choisi ce fameux prénom Claire qui est, je crois, le prénom de la discorde? Oui. Et oui, parce que le titre de mon livre, Claire, le prénom de la honte, c'est volontiers provocateur et c'était pas la honte pour moi, mais c'était la honte pour toutes les personnes qui autour de moi, notamment ma famille et aussi certains amis d'origine française, c'est la réaction qu'ils ont eue et c'est ce que ça leur a évoqué lorsque j'ai annoncé que j'avais changé de prénom. Ce prénom, je l'ai choisi vraiment pas du tout pour revendiquer quoi que ce soit ou pour prouver à qui que ce soit que j'étais française et qu'il fallait que je le crie sur tous les toits. C'était pas du tout ça. Parce que je m'étais jamais posé la question de savoir si j'étais française ou pas. C'était évident que j'étais française. En fait, c'est quelque chose, le changement de prénom, l'adoption d'un prénom français, ça fait partie de l'histoire de l'immigration française. Ça, il faut bien le comprendre, il faut s'y faire. Il y a des enfants issus de l'immigration ou des adultes qui sont eux-mêmes qui font partie de la première vague d'immigration, qui veulent avoir un prénom français. C'est aussi simple que ça, je pense, sans me comparer à ces illustres personnages de l'histoire de France ou ces écrivains illustres. Je pense à Romain Gary, qui est né roman, Marie Curie, qui est née Maria. Ça se faisait, ça s'est toujours fait avant. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, ça devient polémique, c'est quelque chose qui est reproché. Moi, quand j'ai annoncé que j'allais changer de prénom, on m'a dit que je reniais mes origines, que j'étais une traîtresse à la nation. Il faut comprendre, à ma nation d'origine. Pour toutes ces personnes, donc issues de ma famille, mais aussi de mes amis, toutes ces personnes, en fait, elles étaient d'accord pour dire que j'avais trahi mes origines et que c'était très grave d'avoir choisi un prénom français parce que j'étais d'origine étrangère. Alors que je sais que si j'avais choisi un prénom étranger, ça n'aurait pas du tout eu j'aurais pas été confrontée à la même problématique. Donc, en fait, quand on est issu de l'immigration, c'est ce que je comprends, dans mon cas en tout cas, eh ben, on n'a pas le droit d'avoir un prénom français. C'est très mal, comme si c'était mal de vouloir se sentir français ou française. Et donc, ceux qui ont été le plus violents avec toi, enfin, sans faire de comparaison, mais c'est pas forcément, comme on pourrait le croire de premier abord, ta famille ou ton entourage proche. Il y a eu aussi Oui. des Français, franco-français, comme on dit, qui ont reçu ce changement de prénom comme une traîtrise. C'est-à-dire que eux, peut-être inconsciemment, même très certainement inconsciemment, t'assignent à identité. C'est-à-dire que pour eux, tu restes la Turque. Et le fait que tu t'appelles Claire, eh bien ça crée une erreur système dans leur logiciel. Ils comprennent pas ça en fait. Et oui, c'est ça qui est terrible et c'est ça qui est intéressant dans ce que je raconte dans mon livre. C'est-à-dire
il y a comme ça une frange de la population qui se présente toujours comme progressiste. Ce sont les mots qu'ils utilisent, c'est la définition qu'ils ont d'eux-mêmes. Moi, je ne fais pas de politique et mon livre n'est pas un livre politique et mon discours n'est pas un discours politique. En revanche, ces personnes-là politisent tout et elles se disent donc progressistes. Et pour elles, c'est ça qui est terrible, ce sont souvent des gens en plus d'origine française qui ne comprennent pas qu'on veuille devenir français. Pour moi, c'est de la xénophobie parce que refuser à un enfant qui est issu d'un pays étranger mais qui a grandi en France, qui ne connaît que la culture française, qui est assimilé en réalité, puisque tous ses repères sont ici, même culinairement parlant, eh bien, dire à cet enfant « Eh oh, attention, faut que tu sois fier de tes origines et de les porter en bandoulière tout le temps », c'est de la xénophobie. Il n'y a pas d'autre terme, c'est exactement ça. Moi, j'ai été confrontée à ça tout au long de ma vie. Et c'est souvent voulant bien faire, pensant que ça va faire plaisir, eh bien, ils vous assignent à résidence identitaire perpétuellement. C'est vraiment le terme que j'utilise. Et même concernant mes parents qui, lorsqu'ils sont arrivés en France, avaient au départ des envies de s'intégrer, eh bien, ils avaient affaire à des associations d'aide aux immigrés françaises, des associations françaises qui leur tenaient des discours de non-intégration. Là aussi, j'appelle ça la non-assistance à personne voulant s'intégrer. Ils leur disaient, ils essayaient de les convaincre que la France et les Français étaient racistes. On leur disait, à mes parents, que la France les avait mal accueillis, alors qu'ils arrivaient de leur village, ils avaient été persécutés parce que c'est une minorité religieuse en Turquie. Ils sont alévis, c'est la deuxième croyance en Turquie, et la communauté alévi, régulièrement, elle a été victime de pogroms, de mise à l'écart, ils ont été même traités comme des citoyens de seconde zone. Et lorsqu'ils sont arrivés en France, en plus mes parents étaient des villageois, ils habitaient dans des maisons avec de la terre battue au sol. Donc quand ils sont arrivés en France, eh bien, ils avaient un HLM avec l'eau courante, toute la modernité. Et on leur disait encore, on essayait de les convaincre que c'était pas bien et que les Français étaient racistes et la France était raciste. Enfin, c'est vraiment des choses qui, moi, j'ai du mal à comprendre comment on peut tenir un discours comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut attendre, en fait, je veux dire, si déjà les enfants de France, ceux dont c'est le pays depuis bien plus longtemps, si eux-mêmes ont un dégoût de leur pays, comment on peut croire que l'étranger qui va arriver eh bien, va aimer ce pays? C'est ça ce que j'essaie de mettre en lumière. Et quelque part, à l'inverse, hein, vous voyez, c'est aussi une histoire personnelle, c'est aussi un cheminement personnel. Moi, je crois que ce qui m'a aussi sauvée, quelque part, c'est d'une part, parce que je n'étais qu'une femme, je mets des guillemets, je n'étais qu'une femme aux yeux de mes parents, de mon père surtout, pour qui la femme est pas grand-chose. Donc ça m'a un petit peu… Je me permets, Claire, de te couper parce qu'on va développer justement ces points un petit peu plus loin qui sont super intéressants, tu as raison, mais j'aimerais qu'on les développe plus amplement un petit peu plus loin si ça ne te dérange pas. Merci. Bien sûr. Donc tu veux que je termine donc là-dessus sur les associations? Voilà, donc c'est ça qui est terrible. Et en fait, je crois que ceux qui ont un problème d'identité, ce sont ceux qui se disent progressistes et qui ont un dégoût eux-mêmes de ce qu'ils sont et qui veulent en dégoûter les autres. En fait, je ne comprends pas comment on peut tenir des discours anti-français à des gens qui ne demandent qu'une chose, c'est d'être traités comme des Français à part entière, comme les autres en fait. Et c'est là où j'en arrive à la question de l'assimilation. Un jour, j'ai été invitée à débattre sur mon livre, hein, et il y avait une élue parmi les invités, et elle dit aux enfants issus de l'immigration, il ne faut pas leur parler d'intégration, puisqu'ils sont nés là, mais il ne faut pas non plus leur parler d'assimilation. Et je me suis dit, mais il faut parler de quoi alors? Il faut leur parler de communautarisme, c'est ça le modèle qu'ils veulent? En fait, l'assimilation, déjà, ce n'est pas une insulte. Mais c'est ça que j'arrive pas à comprendre, et tu vas préciser, c'est ce que j'arrive pas à comprendre chez ces gens, c'est qu'ils comprennent pas que nous-mêmes, en tant que Français, soi-disant de plusieurs générations, je veux dire, quand un être naît au monde, c'est une disquette vide. Donc nous-mêmes, il y a un processus par la transmission de nos parents, quand tout se passe bien, il y a un processus d'assimilation pour chaque être humain qui naît sur le sol français. Donc en vérité, l'assimilation de personnes d'origine étrangère qui ont vécu longtemps ou qui, comme toi, sont nées sur le territoire français. Non, tu n'es pas né sur le territoire français, mais en tout cas… Non, je suis arrivée à l'âge d'1 an. Voilà, mais c'est tout comme à 1 an. Je veux dire, c'est comme si tu avais grandi
comme si tu étais né et tu avais grandi. Bien sûr, moi j'ai connu que la France. Voilà, donc en fait, ton processus d'assimilation est aussi normal que l'assimilation de n'importe quel autre Français. Et c'est là où je comprends pas, où en fait, on vous refuse à vous ça simplement à cause du teint ou à cause du patronyme. C'est vraiment étrange. En fait, c'est vraiment de la xénophobie parce que on nous interdit ça. En fait, on nous dit qu'on ne peut pas être de vrais Français parce qu'on a des origines étrangères et que il faudrait mieux pour nous qu'on chérisse ces origines. J'ai une exclue pour ces personnes-là. En fait, c'est pas parce qu'on est né à l'étranger qu'on peut pas aimer le pays dans lequel on vit. En fait, je suis une Française à part entière. Et ce qu'ils font, en fait, sans s'en rendre compte, c'est que ils sont complètement xénophobes. C'est de la xénophobie positive. Ce qu'ils pratiquent parce que ils ne nous voient, nous, enfants issus d'immigration, qu'à travers le prisme de nos origines, en fait. Et voilà, et on nous force à porter nos origines en bandoulière. Voilà, là où je voulais en venir, c'est que moi, je ne pense pas à mes origines 24 heures sur 24. Je suis très contente d'avoir des origines. J'aime la Turquie, qui est le pays de mes ancêtres, mais moi, je n'ai qu'une seule patrie, c'est la France. Et ça, en fait, il va falloir s'y faire. Il va falloir que ces personnes-là s'y fassent. Il y a en France des enfants issus d'immigration et on est très nombreux et on se sent français à part entière. Se sentir français, ça veut dire aimer la France, aimer sa culture, aimer son patrimoine, aimer sa littérature, parce que ça passe surtout par la littérature. Et voilà, nous interdire ce droit naturel, eh bien, c'est de la xénophobie. tout à fait, un droit qui est même normalement une fierté française qu'on a abandonnée. C'est assez bizarre. Dans ton livre, tu nous parles aussi de repli communautaire en fait dans les quartiers. Je te cite, tu nous dis que, par exemple, dans beaucoup de familles, quand on rentre chez soi, eh bien, la France reste sur le palier. C'est-à-dire que, eh bien, une fois que tu rentres à l'intérieur de ta maison, eh bien, la langue officielle est la langue turque en ce qui te concerne. Et puis, grâce à l'arrivée des paraboles également dans les années 90, eh bien, on regarde la télé turque. C'est-à-dire qu'une fois arrivé en France, eh bien, une fois arrivé, pardon, à l'appartement, dans ces quartiers-là, eh bien, la France disparaît. Est-ce que tu peux nous expliquer ce repli communautaire et en quoi il est facilité peut-être par la France et en quoi il est facilité par ces micro-sociétés qui se créent dans les quartiers populaires? Alors, je vais parler évidemment de mon expérience, sans faire de généralité, évidemment, parce que ce que j'ai vécu, c'est peut-être pas ce qu'ont vécu d'autres personnes, mais en tout cas, je reçois beaucoup de témoignages dans ce sens et qui confirment ce que j'ai écrit et ce par quoi je suis passée. En fait, le repli communautaire, moi, je l'ai vu dans la cité dans laquelle j'ai grandi. Tout d'abord, les derniers Français d'origine, de souche, comme on dit, en fait, ils sont partis parce qu'ils ont quitté la cité pour aller dans des quartiers pavillonnaires. Et en fait, ces habitants, ils ont été remplacés par d'autres issus, en général, de la même origine. En ce qui concerne ma cité, il y avait beaucoup de Turcs. Et en fait, ce qui s'est passé pour mes parents, c'est là où j'ai remarqué que leur intégration commençait à freiner. Eh bien, il était plus facile pour eux de parler en turc avec leurs voisins turcs, donc dans leur langue d'origine, que de parler français. Donc ça, c'est un premier constat. Ensuite, ajouter à cela des associations d'aide aux immigrés qui prônent l'anti-France, qui leur dit que quoi qu'il arrive, de toute manière, ils ne seront jamais considérés comme des Français, que quoi qu'il arrive, on les a mal accueillis et que les Français sont racistes et la France est raciste. Ensuite, ce qui a vraiment achevé, a mis un coup d'arrêt définitif à l'apprentissage de la langue française chez mes parents, c'est l'arrivée de l'antenne parabolique. On était fin des années 80 et en fait, du coup, mes parents, ils étaient connectés toute la journée sur les émissions, les programmes de télé turcs, les émissions de divertissement. Avant, à la maison, il y avait Delon, il y avait Belmondo, il y avait Champs-Élysées, il y avait Anne Sinclair à la télé. Ça, quand vous êtes issu de l'immigration et que vous n'avez que l'école en dehors de votre foyer familial pour vous assimiler ou vous imprégner de la culture française, la télévision, c'était un objet très précieux.
une fenêtre ouverte sur la culture française pour comprendre c'est quoi la culture française, le cinéma français, les divertissements, la musique, les informations, ce qui se passe en bas de votre rue. Ça, moi c'était très important. Mais quand l'antenne parabolique est arrivée, c'est terminé. Mes parents étaient beaucoup plus au courant de ce qui se passait dans leur pays d'origine que ce qui se passait dans leur ville, en fait. Ils étaient plus au courant de qui avait été élu dans leur ville d'origine que le maire, que le nouveau maire de la ville dans laquelle ils habitaient en France. C'est ça que ça a fait. Ouais. Et puis surtout par rapport à l'intégration et l'assimilation, tu m'as demandé tout à l'heure quelle était la différence pour moi. Pour moi, l'intégration, elle se place du point de vue de l'étranger qui ne veut pas changer, qui reste lui-même. Et c'est, selon moi, c'est mon analyse, c'est la porte ouverte au communautarisme. En revanche, l'assimilation, c'est pour moi être traité comme un Français à part entière. Et contrairement à ce que certains disent, beaucoup disent, toujours ces gens qui sont politisés, qui se disent et qui politisent mon discours et qui se disent progressistes, l'assimilation, ça ne veut pas dire qu'on abandonne son origine, qu'on abandonne qu'on crache sur ce qu'on était, d'où l'on vient. En fait, c'est pas du tout ça. C'est un enrichissement. L'assimilation, ça veut dire trouver sa place dans la société dans laquelle on vit. Comme moi, on me reprochait souvent de faire ma sale française. Hein, c'était vraiment les mots qui m'étaient reprochés, avant même que je change mon prénom. Mon prénom, c'était c'était personnel et c'était d'un processus peut-être. Absolument, c'était bien sûr, exactement. Et c'était quelque chose de supplémentaire qui venait s'ajouter à mon identité française qui se créait au fur et à mesure de ma vie. Et en fait, l'assimilation, voilà comment moi je la vois, c'était trouver sa place au sein de la société. Oui, alors voilà, pour mes parents, c'est eux, en fait, ce à quoi ils ont été confrontés, c'était, voilà, d'une part, ces associations d'aide aux immigrés qui étaient censées les aider dans leur démarche administrative et qui leur tenaient, voilà, des discours de non-intégration en disant sans cesse qu'ils étaient victimes de tout, que la France était coupable de tout, voilà, qu'on les avait mal accueillis, etc. Donc, l'antenne parabolique qui est arrivée, leurs voisins ont changé, ils ont été remplacés, comme les familles françaises s'en allaient vers des quartiers pavillonnaires puisqu'elles avaient la possibilité d'acheter, et elles étaient remplacées par des familles souvent de la même origine que ceux qui habitaient là, que ceux qui étaient issus de l'immigration. Et bien voilà, tout ça a fait en fait que l'intégration était devenue de plus en plus compliquée et le communautarisme, moi, je l'ai vu, le communautarisme, je l'ai vu dans les commerces, lorsque les commerces français fermaient et qu'ils étaient remplacés par des commerces communautaires, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de place, il n'y avait pas de place dans ces commerces pour les produits français. Il n'y avait que des produits qui venaient du pays et des marques, en l'occurrence turques, l'épicerie ou les magasins d'alimentation, en fait, ils étaient exclusivement, quasiment remplis, les rayons étaient remplis que de produits du pays d'origine, des marques turques. Est-ce qu'on pourrait analyser les choses ainsi ? Je vais te livrer ma propre expérience, je vais dire rapidement d'où je parle. Moi aussi, j'ai grandi en quartier. Moi, je viens de Foyer, j'ai été placé à 7 ans. Bon, peu importe, c'est pas mon histoire qui compte. Mais j'ai grandi en quartier. J'ai été musulman, j'ai été sunnite pendant 10 ans avant d'apostasier, etc. Bon, j'ai grandi dans ce milieu, cette culture, etc. Cette subculture, j'ai envie de dire, en France. Et en fait, donc je suis sorti de tout ça, je me suis marié, je suis sorti du quartier, j'ai réussi ma vie, voilà, je suis sorti de tout ça. Et en fait, quand j'ai eu des enfants, eh bien, j'ai voulu retourner en quartier parce que voilà, la nostalgie de tous ces potes qui étaient dehors, de cette espèce de grande famille, etc. Sauf qu'entre-temps, j'avais changé, moi, je l'avais pas senti. Et pourquoi je t'explique ça et pourquoi ça a son importance dans la question que je vais te poser ? Tout simplement parce que
Eh bien, quand je suis arrivé dans ce quartier avec mes enfants, très vite, mes enfants se sont fait insulter de sale français. Très vite, mes enfants s'amusaient dehors et j'écoutais du fils de pute, du nique ta mère toute la journée parce qu'il y a des gamins qui traînaient dehors tout seuls. Très vite, j'ai vu des gens qui, à 2 heures du matin, font la fête dans les appartements. J'ai vu des gens qui vivent, par exemple, au moment du Ramadan. Eh bien, si tu es français et que tu as envie de dormir à 22 heures, oublie, c'est pas possible. Et en fait, la question qui suit ce que je viens de dire, c'est est-ce que c'est pas justement par ce défaut d'assimilation dans les quartiers, eh bien, est-ce que c'est pas ça qui fait fuir les Français justement et qui en fait casse cette mixité sociale dans le sens où les Français se disent, en fait, j'arrive plus à vivre ici. Tu nous parlais des magasins, c'est aussi un élément. Ils se disent, en gros, il n'y a plus rien pour moi ici. J'ai l'impression de ne plus être en France, en exagérant un petit peu évidemment, mais j'ai l'impression de plus être en France et donc du coup faut que je parte d'ici parce que j'ai plus rien à faire et que bien les codes, la culture et tout ce qui m'environne en fait ne me ressemble plus. Je ne peux plus vivre là-dedans. Est-ce qu'il y a un peu de ça quand même? C'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est le manque de sentiment d'appartenance à la France qui se fait beaucoup ressentir dans la cité dans laquelle je vivais, qui est une des plus pauvres de France, elle en fait partie. Eh bien, on pensait qu'à coût de milliers d'euros de rénovation des façades, de rénovation des espaces verts, eh bien, on allait pallier, je sais pas, à la cohésion, au manque de cohésion sociale. C'est pas du tout ça parce que le diagnostic n'est pas du tout le bon. Dans mon quartier, je le voyais. Ce que tu dis, moi, je viens de là où j'entendais. La France, c'est de la merde, nique la France. Moi, j'ai beaucoup entendu. Et effectivement, dans ma classe, j'étais au collège, hein, c'était en 95, dans ma 96, dans ma classe, c'est terrible, hein. Les enfants d'origine française étaient dans un coin, les enfants d'origine maghrébine étaient dans un autre. Les garçons et les filles étaient séparés, ne se mélangeaient pas, et les enfants issus de l'immigration turque étaient dans un autre coin. Et ça posait pas problème dans la classe, dans le sens où l'enseignant ne disait rien, voilà, il continuait à faire son cours. Déjà là, il y avait un problème. Je dis pas que les enseignants sont coupables de tout, etc. Mais l'école, ça doit être le lieu le plus neutre possible où justement la cohésion sociale, elle doit pouvoir se faire. On était tous des enfants issus de familles pauvres. En plus, à cette pauvreté, on rajoutait des problèmes. Au lieu de dire, voilà, vous savez, les enfants, vous êtes tous français. Moi, ça, je l'ai jamais entendu. J'ai jamais entendu ça. À chaque fois, on me disait, on encensait mes origines. Je sais pas pourquoi. On faisait des goûters. Il fallait apporter des mets de son pays d'origine. Il fallait apporter des tenues traditionnelles de son pays d'origine. Toujours en voulant bien faire ou se donner bonne conscience ou se dire voilà, oh bah voilà, hein, je suis pas raciste parce que j'ai demandé à mes élèves d'apporter des plats de leur pays d'origine pour montrer que je suis ouverte. Mais c'est pas ça en fait. Moi j'avais envie qu'on m'apprenne la culture française, j'avais envie qu'on m'apprenne la gastronomie française, qu'on m'apprenne les costumes traditionnels des différentes régions françaises. C'est ça, s'approprier un pays aussi et son histoire. Et j'entends beaucoup dire chez certains indigénistes, nos ancêtres les Gaulois, ce serait raciste. C'est raciste d'ailleurs. Et eux, ils parlent pas au conditionnel. Ils sont mordicus dans leur discours victimaire et accusateurs de tout, de la France à l'origine de tous les maux. Franchement, je me dis, mais comment on peut être aussi débile et de faire croire. Vous voyez, c'est aussi une question de culture générale. Faire croire que nos ancêtres les Gaulois, c'est raciste. Alors que c'est tout l'inverse. Dire nos ancêtres les Gaulois, mais c'est tellement beau, ça veut dire que, en fait, on s'en fout d'où vous venez. En fait, vous pouvez vous inclure là-dedans. C'est ça, l'universalisme français. C'est ça que permet la France dans son assimilation. En réalité, c'est ça. C'est beau. Ça veut dire, tu vois, que tu t'appelles Claire ou Mohamed ou je sais pas, Kevin, hein, parce que ça aussi, on parle des prénoms, mais il y a comment dire, Une le fait qu'il y ait américanisation aussi Ouais, bien sûr. Voilà, en fait, l'image de la France qui se dégrade et qu'on préfère encore plus tout ce qui n'est pas français est merveilleux et fabuleux. Ça passe aussi par les prénoms, c'est vrai. Hein, appeler son enfant Kevin, c'est aussi un aveu de défaite quelque part, hein, de sa propre culture et un rejet de sa propre culture.
Enfin bon, voilà, on ne va pas rentrer dans Si on les devait polémiques. résumer, en gros, tout ce que tu viens de dire, si on devait résumer tout ça, l'antiracisme réel et la promesse française, c'est de faire de tous les immigrés d'origine des Français comme les autres et des Français à part entière. C'est ça, en fait. Encore faut-il qu'ils le veuillent. Voilà, tout part de là. En fait, ce qui manque, c'est de donner envie d'aimer la France. C'est ça, en fait, le sentiment d'appartenance à la France, il passe aussi par l'envie. Mais quand vous dites, vous avez un président qui dit qu'il n'y a pas de culture française parce que lui, il est européiste, parce que lui, il ne croit qu'en l'identité européenne. Mais quand voilà, vous noircissez le tableau tous les jours, et pas que le président. Je dis, voilà, il y a des associations d'aide aux immigrés françaises qui noircissent le tableau. Il y a les indigénistes qui viennent en rajouter une couche. Il y a cette frange de la population qui se dit progressiste et qui préfère toujours ce qui se passe, qui dit toujours que ce qui se passe à l'étranger est toujours mieux. On prend toujours les modèles étrangers, alors qu'en France, mais je veux dire, c'est l'universalisme, c'est pas juste dire aussi tout le monde peut être français. C'est par exemple, c'est aussi autre chose. C'est par exemple le cinéma. C'est une création française, mais on l'a pas gardé pour nous les Français. C'est dans le monde entier. La boîte de conserve, la création, l'invention de la boîte de conserve, c'est français, mais c'est dans le monde entier. La France, c'est aussi ça, son universalisme merveilleux et magnifique, en plus de sa littérature qui a rayonné dans le monde, de son bon goût, de son savoir-vivre, de son élégance, la mode, tout ça. C'est aussi ça, c'est de rien garder pour soi. Pourquoi? Moi, j'ai pas envie d'être américaine. Enfin, je vis en France. Moi, je voyais le fait aussi d'avoir été élevée comme une étrangère chez mes parents, ça m'a permis de voir les belles choses de la France. C'est ça qui m'intéressait dans la France. C'était ces belles choses. Et je trouve ça terrible qu'on rabaisse tout le temps la France et qu'on trouve toujours que ce qui se passe chez les Américains ou je sais pas où, c'est toujours mieux. Ouais, c'est clair. En tout cas, on voit bien ton amour de la France par contraste avec tous ceux qui la haïssent, et ils sont nombreux, c'est vrai. Je voudrais qu'on passe à un autre sujet. Dans ton livre, tu nous parles aussi de féminisme et du néo-féminisme. Et en fait, tu nous dis que eh bien, c'est grâce à ton courage et à ce que permet la France que tu as pu t'affranchir de ta condition de femme ou de fille des quartiers, et que tu as pu t'affranchir de ta communauté et puis des us et coutumes de ta famille envers les femmes. Tu mets d'ailleurs ton combat féminisme concret en comparaison avec les pseudo-combats néo-féministes contre le mâle blanc, etc., ou alors qui vont aller chercher, qui vont les pinailler sur de la grammaire. Et tu nous dis que toi, tu as eu en fait tu as eu affaire à un patriarcat beaucoup plus dur et à des choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus violentes qui t'ont empêché peut-être au départ, mais pas longtemps parce que tu es déterminé et on le sent bien. Mais en tout cas, ça t'a empêché de t'épanouir en tant que femme pendant un moment. Et tu nous dis que ces néo-féministes en fait ne dénoncent jamais en fait ce contre quoi tu as dû lutter. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout cela? Oui, alors en fait, disons que j'ai remarqué, en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand j'étais dans ma cité qu'on avait mis en place les grands frères. Et en fait, les grands frères, déjà, ils étaient tyranniques avec leurs sœurs à la maison. Et dans la cité, ils faisaient la loi. Donc, je ne sais pas comment on a pu croire une seconde que les grands frères allaient résoudre, en tout cas pour la condition des femmes, ces questions-là. Et je me suis dit, mais en fait, enfin, je m'inclus plus dedans puisque je vis plus dans cette cité, mais ces gamines de cité, elles avaient besoin de grandes sœurs, de modèles de réussite, de modèles de femmes fortes. Moi, par exemple, j'ai pas brandi, désolée pour l'image trash, vulgaire. Moi, j'ai pas grandi, j'ai pas acquis mon indépendance en brandissant ma culotte tachée du sang de mes règles devant mes parents. Je pourrais jamais faire un truc aussi dégoûtant. Moi, j'ai voulu leur montrer que j'étais une femme intelligente, que j'étais capable de travailler, que j'étais capable d'être voilà indépendante financièrement et que je pouvais faire mes propres choix de vie, que j'étais suffisamment je sais pas que j'étais pas stupide et que je savais ce qui était le bien, le mal, et puis j'avais des projets de vie. Voilà, je voulais qu'au même titre que mes frères, mes parents me laissent aussi rêver, qui me laissent
faire mes propres choix de vie. Voilà, parce que mes frères, en attendant, eux, ils pouvaient rêver d'être Zinedine Zidane. Mon grand frère était dans un centre de formation dans le sud de la France, un centre de formation de football. Et moi, j'avais le droit à rien, en fait. J'étais qu'une fille. Donc, l'argent de poche, ben non, parce que j'étais une fille, j'avais pas le droit d'avoir de l'argent de poche. À quoi ça allait me servir? Qu'est-ce que j'allais faire de cet argent de poche? N'importe quoi. C'était les discours que mes parents tenaient. J'avais pas le droit de voir mes copines, j'avais jamais le droit de ramener des copines à la maison. Des copains, je vous en parle même pas. Un jour, je sortais du collège avec un garçon de ma classe. On sortait de l'école pour rentrer à la maison. On avait fait le chemin ensemble et mon père nous a croisés. J'ai cru qu'il allait le taper, quoi. Enfin, et à la maison, ça n'a pas loupé. Je m'en suis pris une et puis il m'a traité de tous les noms. J'avais même pas le droit de marcher sur le chemin de l'école pour rentrer à la maison avec un garçon. Enfin, Il y a cette notion, et moi, les féministes, les il y a cette néo-féministes. notion, pardon, je te coupe 2 petites secondes, je mets une parenthèse, mais ce que tu me dis, ça me fait penser à cette notion de l'honneur de la famille qui est entre les cuisses des femmes de la famille. C'est un peu Bien ça. sûr, on me parlait tout le temps d'honneur. Mes frères, il n'y avait pas de question d'honneur pour eux. L'honneur, c'était tout le temps sur le poids des épaules des filles entre leurs jambes. Ça reposait, voilà, sur leur virginité tout le temps. Et ces néo-féministes qui écrivent des bouquins pour leurs 4 copines et qui se remettent des prix au Café de Flore, moi, je les ai jamais vues dans la cité dans laquelle je vivais. Elles n'ont que le mot féminisme, égalité, patriarcat à la bouche, à bas le patriarcat. Mais est-ce qu'elles viennent une fois sur le terrain dans les cités pour voir comment ça se passe? Les filles, là, beaucoup de filles, pas la majorité heureusement, beaucoup de filles, mais beaucoup de filles, voilà, dans les cités, eh bien, elles sont traitées de tous les noms quand elles filent pas droit, quand elles traînent un petit peu en bas de leur immeuble. Moi, j'avais le droit qu'à une chose dans ma cité, c'était d'être traitée de pute. Ouais. Parce que je correspondais pas à l'image de la femme soumise et invisible qu'il voulait se faire. Je marchais en baissant les yeux tout le temps. Je regardais mes pieds quand je marchais. C'est quand même terrible de vivre comme ça. Est-ce que ça, c'est normal dans la France d'aujourd'hui, après tous les combats féministes qui ont été menés par nos aïeux, tous les combats qui ont été gagnés? Est-ce que c'est normal qu'il y ait encore en France des endroits où on se comporte comme ça envers les femmes, les femmes ont toujours tort, les femmes doivent s'écraser. Et d'ailleurs, je cite un passage du livre de Fouquet là-dessus, l'archipel français. Ouais. Et en fait, il parle de ça. Il a des statistiques sur le nombre de départs des femmes dans les quartiers. Donc c'est une réalité. Ce qui se passait dans ma cité, c'est que chaque fois qu'une fille rencontrait un garçon, et de préférence pas un garçon de cité, eh bien, elle se barrait, en fait, elle se mariait pour pouvoir quitter la cité. C'était l'échappatoire. Moi-même, je l'ai fait. J'ai été mariée de force parce que le mariage de force, ça veut pas dire qu'on choisit pour vous. Moi, j'avais un petit copain à la fac. C'était mon premier petit copain. Eh ben, j'ai été contrainte de me marier avec lui et je me suis dit, moi, je pensais que j'allais sortir de ma condition sociale parce que ce jeune homme était à la fac et je pensais qu'il allait m'ouvrir à un autre monde. En fait, que nenni, puisqu'il était très très communautariste lui aussi. Il était aussi d'origine turque. Pour mes parents, il cochait toutes les bonnes cases, donc je m'étais dit c'est bon, ils vont pas m'embêter là-dessus. Mais Donc, petite parenthèse, on peut être très éduqué et communautariste parce que ça, souvent, c'est quelque chose que aussi les bien-pensants ont du mal à entendre et ont du mal à accepter aussi. bien sûr, vous pouvez même être avocat, chercheur et être complètement, comment dire, pris par les traditions de votre famille et qui attend beaucoup de vous. En fait, c'est ça que je dis aussi dans mon livre, c'est que d'un côté, vous avez des gens qui encensent vos origines et qui les magnifie, vous savez pas pourquoi, et surtout, il y a aussi vos parents qui veulent que vous fassiez le bon choix, le choix de votre culture et votre religion d'origine. Et de l'autre, vous avez l'école de la République qui vous enseigne la laïcité et les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Je veux dire, c'est compliqué parce que l'école, elle peut pas tout faire en fait. Donc dans les familles, évidemment, il y a beaucoup de garçons, on en parle très peu, mais ils sont aussi soumis à une pression incroyable parce que les parents comptent beaucoup sur eux pour que la tradition familiale se perpétue. Donc ce jeune homme avec qui j'ai été mariée, pas civilement puisque dans ma famille le mariage républicain n'avait aucune valeur. On s'est mariés
on a fait un mariage communautaire avec le doyen de la communauté qui est venu sceller notre union, etc. Donc, c'était facile de se séparer, entre guillemets, au moins, il n'y avait pas de problème administratif, mais c'était l'enfer parce que ce jeune homme, très vite, il a voulu que j'arrête les études, que je fasse des enfants et que qu'on s'inscrive sur une liste à la mairie pour obtenir un HLM et qu'on habite près de chez ses parents, ou dans l'idéal, mes parents voulaient que j'habite près de chez eux. Donc, c'était compliqué. Mais voilà, c'était mon échappatoire. Je m'étais dit, voilà, j'ai que ça pour quitter cet environnement, en fait, et pour m'élever intellectuellement et socialement. Et au final, ça n'a pas été ton échappatoire comme tu nous l'as expliqué. Et du coup, qu'est-ce qui a été intellectuellement peut-être, ou je ne sais pas, au niveau de tes envies, qu'est-ce qui a été ton échappatoire véritable? Eh bien, mon échappatoire véritable, ça a été… d'abord, je suis une autodidacte de l'assimilation à la française, si je puis dire, de la culture française. C'est le cinéma qui m'a permis de m'ouvrir vraiment à la culture française et de la comprendre. Un film m'a vraiment marqué, c'est La femme du boulanger de Marcel Pagnol. Ouais, très beau film. Absolument, c'est vraiment super intéressant. D'une part, sociologiquement, d'abord, c'était. Je me suis rendu compte en fait que donc c'est dans les années 30 que les villages de France des années 30 et les villages de mes parents, mais ils n'avaient rien à voir. Et les villages français des années 30, qui, en fait, avaient beaucoup plus d'avance sur les mœurs et sur tout un tas de choses que le village de mes parents. Et première chose que j'ai voulu faire, c'est d'ouvrir les yeux de mes parents à la culture française. Donc, je leur montre ce film. Donc, c'est l'histoire d'un boulanger dans un village. Donc, chacun, en plus on se rend compte que dans les villages, à l'époque et en France, chacun avait un métier essentiel au sein de la société, qui allait faire tourner la société aussi. Et donc, il y avait ce boulanger qui, en fait, est malade et malheureux parce que sa femme est partie avec un immigré italien qui était de passage dans le village. Et tous les villageois se mettent à la recherche de la femme, pas pour la punir, pas pour se venger et la tuer, mais pour qu'elle revienne dans son foyer et que le boulanger refasse du pain. Franchement, j'en ai encore les larmes aux yeux parce que c'est tellement plein de tendresse ce film. Et il est passionnant vraiment pour ceux qui l'ont pas vu. Je les invite vraiment à le regarder. Voilà, moi j'ai voulu montrer ce film à mes parents et ma mère, elle a eu vraiment la première réaction qu'elle a eue, c'est un bond en arrière sur le canapé en disant mais c'est ça la culture française, c'est ça que tu veux montrer, mais les Français ils n'ont pas d'honneur. Encore une fois, ils ne parlaient que d'honneur tout le temps, toutes les 2 secondes. Ils n'avaient que le mot honneur à la bouche. Et voilà, ils avaient une mauvaise image. En plus, ils pensaient que, oui, ils avaient même pas à faire la distinction entre le cinéma, la fiction et le réel. Ouais, ils n'avaient pas cette distance, ouais. Non, il n'y avait pas cette distance. Donc, voilà, moi, le cinéma a été… d'abord, il y avait le film de Marcel Pagnol. Ensuite, il y avait Melville, L'Armée des Ombres. Là, j'ai aussi compris que c'est des films sur la résistance. Il n'y en a pas beaucoup. On peut les compter sur les doigts de la main, les films français sur la résistance. Alors que la résistance, le résistant, la figure du résistant, elle a tout il y a tous les ingrédients dans ce personnage pour faire un film incroyable en fait, parce que c'est romantique, c'est courageux, il y a le doute, et puis à la fin il y a la victoire. Ça, c'est merveilleux. Et ça, il y a vraiment tous les ingrédients pour faire un beau film. Mais en fait, on n'en a pas beaucoup des films sur la résistance. On préfère faire croire aux gens que tous les Français étaient des collabos. Ça vient encore une fois, ce défaitisme tout le temps. Mais en revanche, on va encenser des films sur il faut sauver le soldat Ryan. On a l'impression que les Américains ont tout sauvé, tout fait, que les Français ne sont pas victorieux. Ça, je l'ai entendu de la part d'un prof d'histoire à la fac qui m'a dit que la France avait perdu la guerre. Et à ce monsieur, je lui ai dit, mais monsieur, en fait, vous êtes pétainiste alors. Si la France a perdu la guerre. Donc, il faut assumer ce que vous êtes, parce que la France, c'est De Gaulle, et De Gaulle avait dit que le gouvernement légitime, c'était lui, et que le gouvernement légitime était à Londres. Donc, vous voyez, à force de défaitisme, ils refont l'histoire, ils la voient avec leurs lunettes politisées, idéologisées, et c'est terrible parce que ça fausse complètement les faits. Et je lui ai dit à cet enseignant que à la table des vainqueurs, il n'y a pas de perdants. Et la France était à la table des vainqueurs. Ouais, c'est vrai. Donc, juste rappelons les faits, sans
toujours se tirer une balle dans le pied, quoi. Tout le Ouais, temps, puis il n'y tout a, le y a temps, tout pas le de temps. honte à vouloir mettre en valeur un petit peu son pays et sa culture. Et on dirait qu'en France, c'est devenu honteux. Et puis, ce qui est à la mode, c'est justement, comme tu le disais, de se dénigrer, de se haïr soi-même, de haïr son histoire. Et c'est vrai que qui a envie de s'assimiler au pays de la défaite, au pays de la haine? C'est vrai que c'est compliqué. Tu le disais en Ouais, début c'est de vidéo. compliqué. Mhm. Ouais, ouais. Je voudrais qu'on passe maintenant à un autre point. Dans ton livre, tu nous parles d'un exemple en fait précis où ton papa part chercher un travail et tu vas avec lui. Et en fait, ton papa ne maîtrise pas très bien en fait le français. Et donc, à l'entretien, enfin en tout cas à la conclusion de l'entretien, eh bien, l'employeur décide de ne pas employer ton père parce que, eh bien, il ne parle pas assez bien le français. Et c'est vrai que bah, comment gérer quelqu'un à qui tu ne pourras pas donner des consignes de travail, que tu ne pourras peut-être pas former parce qu'il va falloir d'abord lui apprendre à lire, à parler et à écrire français. C'est compliqué. Et donc, on peut comprendre qu'un patron refuse une personne comme ça. Et donc, ma question, c'est euh, ne faudrait-il pas imposer aux Français, aux immigrés en fait qui arrivent pardon sur le territoire français, leur imposer une maîtrise vraiment pas parfaite mais presque de la langue française parce que véritablement maîtriser la langue, c'est quelque chose qui est vraiment très très émancipatoire pour les immigrés et par expérience parce que ma belle-mère à moi est aussi immigrée, elle ne parle pas aussi le français et elle s'est sentie toute sa vie humiliée, toute sa vie on l'a prise de haut dans les institutions françaises ou bien chez ses employeurs, etc., parce qu'elle ne maîtrisait pas le français. Et moi, bon français que je suis, de lui dire, mais pourquoi vous n'avez pas pris des cours de langue française en fait? C'était assez simple et vous auriez pu maîtriser la langue et renvoyer peut-être cette condescendance que parfois on vous renvoie par la langue. Et en fait, ce que je voudrais que tu nous dises, c'est en quoi pour toi, justement, la langue est un facteur d'émancipation et surtout en quoi le fait de ne pas maîtriser la langue, en fait, eh bien, est un facteur important de repli. On voit bien dans cet exemple que tu donnes par rapport à ton père qui s'est vu refuser un travail. Et puis, la question aussi qui est un petit peu parallèle, c'est ton père a dit que ce gars était un raciste, en fait, tout simplement. Et comment on peut confondre en fait nos propres manquements et toujours rejeter la faute sur les autres en leur disant bah, si tu m'acceptes pas tel que je suis, même si je ne parle même pas le français en France, eh bien ça veut dire que tu es raciste. Alors moi, avant de te répondre, je vais recontextualiser pour que Ouais, bien sûr. auditeurs, tes abonnés comprennent aussi quel est le milieu social et familial duquel je viens. Mes parents, ce sont des lumpen prolétaires. C'est-à-dire que c'est pas la classe ouvrière. Leur période de travail était très, très, très souvent ponctuée de longues périodes d'inactivité. Et donc, on vivait dans une pauvreté extrême. On survivait des allocations familiales euh, et des APL, etc. Et après, à la fin du mois, il n'y avait rien, ni pour s'ouvrir à la culture. Après, il y a plein de choses qui sont gratuites, hein, mais je veux dire, il n'y avait pas une envie à la base au sein de la famille d'aller vers là, hein, d'aller s'ouvrir, ouvrir son esprit, nourrir son cerveau de culture et En s'élever médiathèque intellectuellement. gratuite, par exemple, ou des choses comme Bien ça. sûr. Ouais. Mais moi, voilà, quand j'étais petite, par exemple, j'allais à la bibliothèque municipale et c'était merveilleux. J'avais compris qu'on pouvait aller lire des livres là-bas. Je passais mes journées à lire des livres, mais vraiment tout. Enfin, je dévorais tout, quoi. Tout ce que je trouvais, j'allais sur le pouf et je lisais tout autour de moi. Je posais tous les livres que j'avais et puis voilà, je passais mes journées là-bas. Ça, c'était vraiment une belle période de ma vie malgré tout. Donc, c'était à Rennes, hein, avant qu'on déménage et qu'on s'installe à Strasbourg. Et en fait, concernant la maîtrise de la langue française, c'est évident que plus vous maîtrisez une langue, et bien plus vous êtes indépendant et plus vous pouvez vous exprimer correctement et vous défendre et montrer que voilà, on ne peut pas vous la faire à vous et on vous respecte. La maîtrise de la langue, c'est ça. Et en plus, pour moi, la langue, ça veut encore dire autre chose à mon échelle personnelle. Je ne parle pas de mon père, mais pour moi, maîtriser la langue française, c'est s'intégrer, je veux dire, s'intégrer pleinement dans la société française. Et pour moi, il n'y a pas
de nation française sans langue française, ou j'aurais plutôt l'inverse, sans langue française, il n'y a pas de nation française. Voilà, ça c'était la petite parenthèse me concernant. Et j'y reviendrai plus tard à quel point la littérature a aussi été importante pour moi et elle m'a permis aussi de m'élever, même pour avoir confiance en moi et de m'élever au sein de la société, je veux dire. Ouais. Donc, évidemment, mes parents s'étaient habitués à ce qu'on les accompagne. Mes parents étaient habitués à ce qu'on fasse tout pour eux. Et ils faisaient pas aucun effort et ils ont pris des cours de français, mais sans plus. Et contrairement à ce que veulent faire croire aussi certains indigénistes qui disent que les conditions d'accès à la naturalisation française sont compliquées parce que c'est discriminant de demander à des étrangers qui veulent à des aspirants français de maîtriser la langue française. Je trouve quand même le b.a.-ba. Et en plus, c'est pas la mer à boire puisque mes parents ont été naturalisés alors qu'ils maîtrisaient pas la langue française. Donc, faut arrêter de raconter aussi des histoires et dire que les administrations françaises sont racistes, qu'il y a un racisme systémique, ça c'est le mot qui vient en plus, c'est même pas une expression française. Enfin, vous voyez, ils importent même leur victimisation des États-Unis et qui est un modèle complètement différent de la France. Hein. Les États-Unis sont passés ségrégationnistes et racialistes pour le coup, qu'ils importent en France et ils veulent faire passer la France pour ce qu'elle n'est pas. Donc, quand j'ai accompagné mon père à cet entretien d'embauche, j'avais tellement envie, j'avais pas des ambitions démesurées dans la vie. Hein. À chaque étape de ma vie, j'ai demandé un petit peu plus, mais au début, je rêvais de vivre dans un quartier pavillonnaire, avoir un pavillon Phoenix. Je voulais qu'on sorte de cette cité. Je voulais qu'il y ait du gazon devant chez nous et qu'on ait un chien et que je me promène dans ces petits quartiers résidentiels. Voilà, c'était pas énorme. Donc j'accompagne mon père parce que j'ai fait en fait, voulant bien faire, j'ai passé l'entretien à sa place. Je répondais à toutes les questions. Je voulais tellement que mon père ait le poste que voilà, j'ai tout fait à sa place et aussi parce que ça arrangeait mon père, il était content que je réponde pour lui. Le patron, à la fin, il m'a dit, voilà, je passe pas l'entretien avec vous, mademoiselle, je passe avec votre père. Donc, vous êtes bien gentil, mais voilà, je peux pas embaucher quelqu'un qui comprend pas ce que je lui dis. S'il y a un problème, je peux pas compter sur lui pour les consignes de sécurité. Ce que j'ai compris. J'ai compris très vite ce jour-là, en fait, que voilà, j'en ai absolument pas voulu associer. Je me suis mise à sa place et je me suis dit, c'est vrai, si je suis chef, moi, un jour patron, je vais pas embaucher quelqu'un qui maîtrise pas la langue. Et en plus, encore une fois, c'est vrai, c'est une question de posture aussi. Quand vous êtes sûr de vous et que vous maîtrisez une langue, mais vous pouvez, je sais pas, déplacer des montagnes. Je n'ai pas d'autre image qui me vient en tête. En fait, vous pouvez tout faire. En ne maîtrisant pas la langue, on se sent à l'aise pas dans la faute des autres. Voilà. Et puis il faut arrêter de rejeter ça sur les autres. Personne ne vous a empêché, moi mes parents, personne ne les a empêchés d'apprendre la langue française. Ils n'avaient pas envie. Au bout de 40 ans, ils parlaient toujours pas français, ils parlaient petit nègre. Moi partir, moi manger, moi froid, moi faim. Je veux dire, même pour moi qui était leur enfant, c'était par moments j'avais honte. J'avais honte de voir des parents qui ne parlaient pas français, qui voulaient pas parler français. C'est pas qu'ils ne parlaient pas français, c'est qu'ils ne voulaient pas parler français, qu'ils ne savaient pas. Est-ce qu'on peut mettre ça en lien avec justement ces associations qui leur expliquaient qu'il fallait faire aucun effort envers la France, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont fait que tes parents n'avaient pas envie d'aller vers cette langue? Je m'imagine moi bêtement, hein, je vais dans un pays, par exemple, je décide d'aller habiter, je sais pas, en Irlande. La première chose que je vais faire, c'est essayer de maîtriser la langue pour être à l'aise avec les institutions, à l'aise avec le travail, comprendre ce que les gens autour de moi disent. Voilà, pour essayer d'être à l'aise dans la société que j'ai choisie, en somme. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ne vont pas vers la langue, même eux-mêmes? Même si je pense que c'est un défaut de la France de ne pas insister plus pour qu'ils apprennent la langue. Qu'est-ce qui fait que ces gens ne vont pas vers ces gens comme tes parents, pardon, hein, c'est pas méprisant, hein, mais non, qu'est-ce qui fait que ces gens ne vont pas vers la langue française naturellement? Ils n'ont pas envie de se sentir à l'aise en fait en France, c'est ça qu'on comprend pas. Moi, alors sans faire de généralité, bien sûr, hein, je vais parler de mon cas personnel, mais je pense que c'est un rejet de la France. Pour eux, maîtriser la langue française, ça veut dire devenir français. Et puis ça va même peut-être plus loin, c'est aussi une question religieuse. C'est peut-être de devenir ce pays qui est chrétien. C'est peut-être ça. Et alors, quand je leur disais à mes parents, vous savez,
si vous n'êtes pas heureux en France, vous pouvez rentrer en Turquie, et si c'est une question d'argent, puisqu'il travaillait très peu, eh bien, on vous aidera financièrement, vous pouvez compter sur vos enfants, parce qu'il y avait aussi cette tradition, à l'inverse de la France, ça aussi c'était intéressant, c'était pas les parents qui subvenaient aux besoins de leurs enfants, mais c'était les enfants qui devaient subvenir aux besoins de leurs parents. Dans ma culture traditionnelle familiale de ma famille, c'était comme ça. Dans ma famille, c'était comme ça. Et en fait, quand je leur disais, voilà, quand je leur tenais ce genre de discours, ils me disaient, tu parles comme Martine Le Pen. Je disais, je disais, voilà, on va jamais s'en sortir parce que ils ne voyaient même pas ce qu'ils étaient. Ouais. Et comment on pourrait appeler ça? C'est de la schizophrénie, en fait. Ils sont pas heureux ou je sais pas, ils adorent souffrir. Ils n'étaient pas heureux, mais ils restaient quand même ici. Ils avaient toujours un prétexte pour pas partir. Ils avaient toujours un prétexte, une excuse, une raison de dire qu'ils étaient victimes de ceci, de cela. Et une fois que moi, je suis arrivée dans le milieu du travail, dans le monde du travail, j'ai fait un BEP vente. J'ai fait mes premiers stages. Ensuite, l'été, je travaillais. Ensuite, les soirs, en semaine, je travaillais chez McDo. Et le week-end, je travaillais dans une petite boutique de vêtements. J'arrêtais pas de travailler parce que vous savez que je pouvais pas compter de toute façon sur mes parents. Et j'avais cette envie de m'émanciper et de mélanger à la société française et de pas être exclue de la société française, hein, à laquelle j'avais terriblement envie dans laquelle je voulais faire partie. Ouais. Eh bien, je me suis rendu compte en fait que tout était une question de volonté. Voilà, c'était ça en fait. Ouais. Donc, tu penses que les personnes comme tes parents manquent de volonté, de volonté et n'ont pas envie en fait de cette France, n'ont pas envie de s'intégrer à cette France, quand bien même ils y sont, peut-être pour des raisons de confort en fait, hein, tout simplement. Bien sûr, parce que mes parents, ils n'ont pas choisi la France pour l'amour de Molière, des belles lettres et de Voltaire. Ils ont choisi la France par défaut parce que tout d'abord, ils ont fait une demande en Allemagne qui a été rejetée et ils avaient quelques amis et un frère. Mon père avait un de ses frères ici en France. Et ils sont venus là par défaut, mais aussi parce que ils avaient entendu en 84, en juillet 84, par la radio allemande où vivait une partie de ma famille, qu'il y avait un président en France qui avait régularisé des centaines de milliers de sans-papiers. Donc c'était François Mitterrand, et évidemment ça fait un appel d'air. Ouais. Et ils se sont dit, bah voilà, on va aller dans ce pays qui régularise. Et dans l'optique d'avoir une meilleure vie, économiquement d'être mieux, peut-être d'élever leurs enfants dans un pays avec de meilleures conditions sociales, mais c'était pas du tout par amour de la France. Par amour de la culture, ouais. Bien sûr, et puis voilà, on l'a vu après avec moi, et aussi parce que je suis une fille. Je pense que si mes frères avaient eu le même cheminement que moi, ils auraient dit, oh, c'est un garçon, il va finir par se ranger et se calmer et lui pardonner. Moi, j'avais pas le droit à l'erreur. Pour eux, c'était une erreur ce que je faisais. Ouais. On va commencer à passer sur des questions un peu plus positives. Donc, juste, j'imagine que lorsque tu déclares ton amour de la France, comme tu l'as fait tout au long de cette vidéo, on a bien entendu, on a aussi compris le pourquoi du comment. Certains dans ta communauté vont te traiter de racistes, de sale française, de personnes qui rejettent ses origines. Et puis, certains vont te dire aussi dans la société que tu es un faire-valoir de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on aime la France, on est l'extrême droite. De toute façon, aujourd'hui, on a l'impression que tout ce qui est à droite de l'extrême gauche, c'est l'extrême droite. Donc, c'est assez simple. Est-ce que tu subis cela encore aujourd'hui au quotidien et comment tu arrives à t'échapper, à te sortir de tout cela ? Bien sûr, la plus grande violence, le plus grand racisme, la plus grande xénophobie que je vis et la plus grande francophobie que je vis, elle vient de ceux qui sont issus de la même origine que moi, qui me disent que je suis une lécheuse, pardon pour l'expression, que je lèche le cul des Français, qui ne me verront jamais comme une vraie Française. Et que je suis une traîtresse, une harkie, je savais même pas que c'était une insulte, harkie, vous vous rendez compte, alors que là-bas, il les pourchasse là-bas, il les pourchasse ici, enfin, voilà, c'est toujours cette haine de la France qui les nourrit, et ça, c'est ça, on veut pas le voir, on veut pas en parler parce que ce serait stigmatisé, voilà, moi, pour ceux qui ferment les yeux là-dessus, je suis la mauvaise immigrée qui aime la France.
France, alors que la bonne immigrée, elle doit cracher sur la France. Et j'ai pas le vent en poupe, ça je le sais très bien, et c'est terrible parce que dire aujourd'hui, voilà, une banalité comme j'aime la France, et ben tout de suite on vous traite de tous les noms. Moi j'ai été menacée de mort pour ça. J'ai été sous protection policière. Ah, C'est ça a quand été même, jusque-là quand même. c'était jusque là, c'était d'une Ah ouais. violence inattendue. Dire juste j'aime la France et je suis française, c'est quand même fou d'en arriver là Ah ouais. aujourd'hui. Hein, je sais pas, on perd la boule quoi. C'est le monde ne tourne plus rond quoi. Voilà et en plus de ça, donc il y a ça qui est voilà, il y a ce racisme-là qui vient de certains enfants issus de l'immigration et peu importe tout mélanger. Hein. Ouais. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils vous attaquent, ils vous traitent de tous les noms. Vous avez juste à taper mon nom, vous allez voir sur Twitter par exemple. Là, ça se déchaîne comme pas possible. Et d'ailleurs, j'ai déposé un dossier auprès du tribunal et j'attends une date pour l'audience parce que je laisse pas passer, je laisse rien passer. Tu as raison. Et à côté de ça, voilà, il y a les Français d'origine française, enfin des Français d'origine, hein, de Ouais. souche, comme on dit, je sais pas comment dire en fait. Eh bien, il y en a un, il n'y a pas si longtemps, qui m'a dit, un journaliste m'a dit, mais je comprends pourquoi tu fais ça, c'est parce que tu n'es pas une vraie Française. Et là, je lui ai Ouais. dit, mais tu te rends compte à quel point c'est xénophobe ce que tu dis? Ouais, mais Pourquoi carrément. tu dis ça? Non, mais parce que t'es pas né là. Je fais, pardon, être français, Donc, en fait, toi, tu te dis antiraciste, mais tu as tout le discours des racistes que tu dénonces et tu te rends même pas compte. Donc, être français, donc je suis pas une bonne française parce que je suis pas née en France. J'ai pas de légitimité à ses yeux. Ouais. Lui, et alors je lui dis donc toi qui es français de souche, ah non, non, faut pas utiliser ce mot-là. Mais tu vois, regarde, c'est toi qui va sur ce terrain-là, c'est toi qui divise les gens, c'est toi qui fais l'assignation à résidence identitaire. Et tu m'accuses, en fait, tu me reproches de me sentir française et de dire que j'aime la France. Et ben, tu sais, je vois bien que ça te fait chier, ben, je vais te le redire. Tu vois, moi, j'aime la France, je suis française. Et la France, je l'aime, mais je l'aime, mais tu peux pas savoir à quel point je l'aime. Et là, donc le mec dit non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais si, en fait, c'est exactement ce que tu as dit. Ouais. Donc C'est voilà, affolant. c'est violent. On a l'impression, tu sais, de ces gens, même si j'exagère un peu, mais on a l'impression qu'on est en système américain et tu sais que ces gens forment la communauté blanche et s'ils acceptent le fait que tu sois française, tu restes une française assignée à et reste à ta place. Et dès que tu commences à sortir de ta place et à te dire non, moi je suis française sans aucune condition et je veux qu'on m'assigne à rien, je suis française parce que c'est la promesse française, il faut quand même pas qu'on l'oublie, c'est la promesse de l'universalisme. Et quand tu te saisis de cette promesse-là, eh bien, on t'en veut, en fait. On t'en veut d'y croire parce qu'eux n'y croient plus, sûrement. Bien sûr, et Et puis surtout, je les intéresse pas aussi parce que je ne nourris pas leur combat politique, leur combat, parce que sans leurs pauvres petits immigrés victimes de racisme tous les jours, tous les 4 matins, à toutes les 2 secondes, moi je dis pas que le racisme n'existe pas, hein, ça existe, ouais, bien mais il n'est sûr. pas aussi répandu qu'on croit. Et puis il y a les lois pour ça et il y a les tribunaux pour ça. Mais eux se sont fait les tribunaux de tout, les juges de tout, les procureurs de tout. Et comme je ne vais pas dans leur sens, ben voilà, je les intéresse pas. Et puis ils essaient de m'accuser de tous les maux, de me qualifier, de me mettre une étiquette en fait. Voilà. Ouais, Mais ce sont eux les racistes parce que euh, ils interdisent, ils reprochent et interdisent aux enfants issus de l'immigration d'aimer la France et de se sentir français. Ça c'est terrible. Ça veut dire qu'on n'a pas notre place dans la société française. ouais, c'est Ça, clair. c'est j'aimerais bien que nos politiques se penchent là-dessus et remettent un peu les pendules à l'heure parce que c'est pas normal. Donc là, c'est un journaliste qui m'avait tenu ce genre de propos, mais c'est des propos qui sont répandus un peu partout. Et en plus, ça me sidère d'autant plus que c'est un journaliste parce que je me dis, c'est un milieu quand même où on est censé être intellectuellement ouvert, curieux de tout, dans la nuance qui est quand même très importante, juste faire la part des choses, quoi. Et en fait, de comprendre l'autre, de comprendre son histoire et voilà, d'essayer de nuancer un peu tout ça. Ben non, en fait.
Ouais, Comme quoi. je pense que pour ces gens, il y a aussi le fait d'aimer l'immigré, mais à bonne distance, d'aimer les enfants d'immigrés tant qu'ils vont pas dans la même école que les leurs. Et en fait, il y a une espèce Seulement. d'auto-ségrégation, c'est-à-dire que ces gens vivent dans une bulle, dans un milieu, et ils ont aucune, en fait, je pense, aucune, comment dire, ils ne savent pas en fait ce dont Mm. rêvent et ce dont ont besoin les gens qui ont grandi en quartier. Y compris moi, hein, je le dis parfois, je suis blanc, je m'appelle Chevreau. Mais comme j'ai été placé à 7 ans et que j'ai grandi en quartier, c'est pareil. On m'a toujours dit, ta vie, ce sera de la merde, mais c'est pas ta faute. T'es une pauvre personne. T'inquiète pas. On sera toujours là pour te caresser. Voilà, c'est un peu le syndrome du gauchiste qui veut sauver le monde, qui veut aider les autres, mais et qui a besoin de victimes, qui a besoin de personnes en détresse pour se sentir beau le matin devant le miroir. Et c'est vrai que C'est c'est terrible parce super. que voilà, c'est intéressant ce que tu soulèves parce que moi je le vois aussi dans certains dans le milieu dans lequel j'évolue. Enfin, je l'ai vu au début dans ce milieu dans lequel j'évolue. Quand j'ai commencé le journalisme, j'entendais beaucoup de jeunes journalistes dire oui, mais attends, les diplômes, les écoles, tout ça c'est de la merde, gna 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 gna. On peut devenir journaliste comme ça. Mais quand ils passaient des entretiens, c'était les premiers à sortir leur CV avec la grande école qu'ils avaient faite. Ouais, c'est Donc, ça. c'est bien pour les autres de leur faire croire que c'est pas important, mais eux, c'est les premiers à se mettre en avant et à montrer tous les arguments pour obtenir le poste. Donc, tout ça, c'est vraiment de l'hypocrisie. Effectivement, la lutte des classes, ils l'ont remplacée par la lutte des races. Eux, en attendant, ils avancent et ils laissent les autres s'embourber dans des conflits et ils emmènent les autres. Moi, encore une fois, je le dis et je le répète, je fais pas de politique, mais à chaque fois, on a voulu politiser mon discours, on a voulu politiser mon histoire, politiser mon livre, alors que en fait, c'est un vrai problème de société. Et ça fait partie de l'histoire de la grande histoire de l'immigration française. En France, il y a des enfants issus de l'immigration qui ont trouvé leur place, qui veulent qu'on les traite comme des Français à part entière, qui ne veulent pas qu'on leur parle de leurs origines tous les 4 matins, qui les revendiquent pas tous les 4 jeudis et qui ne les portent pas en bandoulière. Vraiment, ça c'est très important et je le dis tout le temps. Et c'est terrible parce que c'est encore, encore présent, quoi. Et j'imagine qu'en plus, ils sont nombreux, ces immigrés-là, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément ta force, ton assurance pour pouvoir faire face et assumer ça au grand jour. Et c'est triste, quoi. Je trouve que c'est Bah, triste. c'est pour ça, j'espère que mon livre va les encourager et ils vont se dire, voilà, on n'est pas seul. Je reçois plein de messages dans ce sens-là de plein de jeunes, des filles et des garçons qui me disent, merci d'avoir écrit ce livre, merci d'avoir posé des mots sur ce que je ressentais et je pensais que j'étais seule. Ouais. Ça me fait vraiment plaisir parce que je me dis, enfin, ça me touche, je veux dire, parce que je me dis, je l'ai pas écrit pour rien et que, il fallait que je l'écrive. Il fallait que moi, qui viens de tout en bas, je l'écrive pour montrer ce que c'est aussi la réalité dans notre société aujourd'hui. Et tout à l'heure, on parlait de mon père et de son problème de langue. Je voulais revenir aussi sur un autre élément que j'ai oublié de dire, à quel point c'est important la langue, mais c'est aussi important le bagage culturel. J'entends beaucoup de gens dire ouais, nous les enfants d'immigrés, on a dû faire 3 fois plus que les autres parce qu'on est victime de racisme. Non, moi en tout cas, et je sais qu'il y en a plein qui sont qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Évidemment, encore une fois, hein, je renie pas le fait que ça n'existe pas, mais c'est pas toujours le cas. Tout n'est pas du racisme, tout n'est pas de la xénophobie. Moi, j'ai bossé 3 fois plus que les autres. Alors ça, je peux témoigner que j'ai bossé, mais même 10 fois plus que les autres. Mais pas parce que j'étais victime de racisme ou de xénophobie. C'est parce que j'avais pas les bagages. Hmm. J'avais pas les bons codes. J'ai bossé 3 fois plus, 10 fois plus que les autres. Ça a mis beaucoup de temps. Le chemin était beaucoup plus long, mais parce que j'avais pas les codes. Je te Voilà. rejoins là-dessus parce que effectivement, c'est ce qu'on appelle cette confusion de la lutte des races et de la lutte des classes, puisque encore une fois, avec mon visage blanc, j'ai eu la chance de lire Bourdieu à 20 ans et de comprendre que j'avais pas les codes. Et moi aussi, j'ai dû bosser 2 fois plus, mais pas parce que on se dit souvent, il est blanc, il s'appelle Chevreau, tout lui a été ouvert. Non, j'ai dû lutter 2 fois plus parce que j'avais pas les codes, parce que quand on m'énervait, je disais, qu'est-ce qui t'arrive? Wesh. Et il a fallu que je l'enlève tout ça. Il a fallu que je comprenne en fait que la manière dont je parle, que la manière dont mon corps se meut et que la manière dont je communique mais voilà ce qu'il y a à l'intérieur de moi en fait trahissait qui j'étais, trahissait la classe sociale d'où je venais et j'avais besoin en fait d'acquérir les codes sociaux des milieux que je visais pour pouvoir justement y arriver. Et tu sais à quel point, puisque tu l'as fait, tu sais à quel point c'est difficile de s'affranchir de tout cela.
Mais quand on est jeune, c'est même difficile de le comprendre. Et Dieu merci, moi j'ai eu Bourdieu, tout le monde ne l'a pas. Mais je pense que c'est important de ne pas confondre les deux parce qu'on va finalement voir du racisme de partout et en fait, on va pas régler un problème qui est fondamentalement social en fait. Et on voit Absolument. ça dans ton livre. J'aime beaucoup en fait le fait que tu mettes ça au premier plan aussi dans ton livre. Oui, et je te remercie de le rappeler parce que ça, les grands déclassés, on n'en parle jamais. Il y a aussi on les appelle les petits blancs, sans être péjoratif. Hein. Je me permettrai jamais de manquer de respect. Mais voilà, c'est cette France périphérique, cette France des villages ou même des cités, cette France des Français d'origine pauvres, les mauvais pauvres en fait, parce ils sont blancs, à qui dont on ne parle jamais et qui sont les grands oubliés de la discrimination et du racisme en fait. Il existe un racisme anti-blanc, je veux dire le dire, c'est le renier ou fermer les yeux là-dessus, c'est du racisme en fait. Ouais, Il existe et moi je... par ceux qui n'ont pas grandi dans des endroits où on t'appelle le gouerge ou le bouffeur de cochon ou la vertu dans le caleçon. Ben oui, ces Oh là gens-là, là, ils mais sont c'est pas sous horrible, je veux dire, de dire des trucs pareils. Enfin, vraiment, c'est une violence. Comment ces gens peuvent se dire militants antiracistes quand ils font du tri eux-mêmes dans leur combat et il y a ceux qui méritent d'être défendus et ceux qui méritent pas parce qu'ils sont nés dans leur pays d'origine. Enfin, Ouais. c'est terrible. Voilà, eux, on n'en parle jamais. Voilà, ce sont les mauvais pauvres. Moi, C'est vrai. Pour arriver à la fin doucement de l'entretien, quel conseil tu donnerais à un immigré qui souhaiterait vivre de manière apaisée son amour de la France, comme toi? J'imagine que tu as compris des choses en grandissant, peut-être que tu aurais pris des raccourcis si tu avais su certaines choses avant. Qu'est-ce que tu peux conseiller à un immigré qui, voilà, comme toi, aime la France et qui souhaiterait s'émanciper de sa communauté, s'émanciper peut-être d'une famille un petit peu trop, comment dire, qui l'empêche en fait de déployer ses ailes, d'un quartier, d'un milieu qui lui empêche de déployer ses ailes, et puis aussi, on l'a vu, d'une France aussi qui empêche cela. Quels conseils tu pourrais donner? Peut-être des conseils de lecture, des conseils, je sais pas, de films. Tu nous en as donné quelques-uns tout à l'heure. Est-ce que tu as des plans, en fait, des tips, comme disent les Américains maintenant? D'abord, je te remercie. D'abord, je leur conseille vraiment de lire mon livre parce qu'à l'intérieur, il y a plein de clés, plein de solutions, sans dire que ce sont forcément les meilleures, mais en tout cas, ce sont des pistes Ouais. par lesquelles moi je suis passée et que je transmets aux autres, aux lecteurs. Je pense que tout d'abord, quand on a vraiment envie d'y arriver, peu importe les obstacles auxquels on a affaire, on y arrive toujours. Il faut surtout se dire que il faut pas se victimiser. Moi, je crois que la grande clé, c'est ça. On ne se victimise pas parce que c'est la double peine. Non seulement les autres ont gagné parce que vous allez abandonner, et puis en plus, il y a que vous qui êtes dans votre problématique. Vous allez vous enfoncer encore plus, encore plus, encore plus. Donc les autres ont gagné et en plus, vous vous retrouvez dans un état où vous n'avez plus confiance en vous, vous n'y croyez plus et puis vous allez vous le reprocher à la société. Donc, il faut se faire confiance. Je crois que ça aussi, c'est un autre élément. Et la confiance, ça passe par le savoir, par la culture générale, donc par la lecture, par le cinéma, par l'ouverture aux autres, je pense. Mais surtout, je crois que maintenant, il faut que nos politiques redonnent envie d'aimer la France parce que quand on a ce genre de discours, déjà, la perception est différente de la France. Les discours anti-français commencent à partir quand on a des gens fiers de ce qu'ils sont, fiers de leur pays et de leur histoire, ça change tout. Moi, quand j'allais un jour, en 2016, avant de revenir en France, je suis partie travailler 3 mois en Turquie comme correspondante pour la presse française, comme pigiste. Et en fait, la première chose que m'ont dit mes colocataires et le milieu dans lequel le milieu que je fréquentais quand c'était à Istanbul, hein, c'est un milieu plutôt intellectuel et d'artistes, etc. On m'a dit ah mais t'es française en fait. Putain, merci de le dire, merci, vous l'avez remarqué, je suis française, oui, oui, merci beaucoup. Et il ne me parlait que de Napoléon, Louis XIV,
Cousteau, il me parlait de Cousteau. Ouais. Ils étaient beaucoup plus enjoués, contents de me parler de la France que certains de mes amis d'origine française ici en France et d'autres d'origine étrangère qui sont français. Et là, je me suis dit, c'est fou, tout n'est pas perdu parce qu'à l'étranger, quand même, être français, ça veut dire quelque chose. Il y a ce passé glorieux qui est magnifique et qu'on nous rappelle tout le temps. Ça, c'est des gens vraiment cultivés qui savent ce que c'est que la France, qui savent le passé de la France, la grandeur de Napoléon. Il y en a un même qui m'a dit impossible n'est pas français. Oh, j'ai rigolé, c'était génial, j'étais tellement fière, vraiment. Ouais, ouais. Et donc voilà, ça fait plaisir. Donc tout n'est pas perdu. Je pense qu'en France, si on ramenait cette cet amour de la France, donner envie d'avoir un prénom français. Moi je fais pas de combat là-dessus, hein, c'est le titre de mon livre, pour rappeler vraiment à quel point ça a été humiliant et difficile pour moi. Ma vie a basculé quand j'ai changé de prénom et après quand j'ai épousé mon mari qui est français. Ça, c'est pas du tout passé dans français d'origine, pardon. C'est pas du tout passé dans ma famille. J'ai plus de famille. J'ai été reniée. À quel prix? Je suis française. À quel prix? Le prix de ma liberté. J'ai plus de famille. Tant pis pour eux. Quelque part, ils m'ont rendu libre en réalité, sans le vouloir. Ils pensaient me faire du mal, mais en fait, ils m'ont rendu encore plus libre que tout. Donc, je suis libre. J'ai aucun problème d'identité. J'aime mon pays d'origine, mais je le redis, c'est le pays de mes ancêtres. J'ai un seul pays, c'est la France. Et quand il y a un match, par exemple, à quel moment aussi on peut savoir ce qu'on est? Quand il y a un match de foot, admettons France-Turquie, ben moi, je suis pour la France. Voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Je suis française. Si je m'étais sentie turque, je serais allée vivre en Turquie. J'ai aucun problème avec ça. Mais je suis française. On peut pas m'empêcher de ça. On peut pas me l'enlever. On peut pas m'interdire. C'est criminel de dire à quelqu'un, tu n'es pas une bonne française parce que t'es pas née en France. Tu n'es pas une vraie française parce que, ou Claire, c'est pas ton vrai prénom. Bah, si, en fait, c'est mon vrai prénom parce que l'identité aussi, c'est quelque chose qui évolue au fil de sa vie. On peut pas essentialiser les gens et être voilà, comment dire, il y a la distinction à faire entre l'origine et l'identité. L'origine, c'est quelque chose avec laquelle on est, et ce serait vraiment stupide de vouloir influer ou de l'influencer ou de l'effacer, pardon. En revanche, l'identité, c'est quelque chose qui évolue tout au long de sa vie. L'identité, c'est aussi mon identité, c'est celle d'une femme d'abord, ensuite d'une journaliste, d'une épouse, d'une maman et d'une auteure. Et voilà, c'est quelque chose qui évolue tout le temps. Il faut bien faire la distinction entre les choses. Je ne sais pas si tu l'as lu, mais ce que tu dis me fait penser au patchwork identitaire évolutif dont parle Amin Malouf dans Les Identités meurtrières. C'est un livre magnifique. Je l'ai commencé. Ouais, c'est vraiment ce à quoi tu me fais penser quand tu dis ça. En tout cas, je conseille à tout le monde de lire ton livre parce que c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Au-delà de toutes les choses intéressantes que tu racontes, c'est bien écrit, donc ça gâche rien. Et là, on arrive à la dernière question et en fait, on est sur une chaîne littéraire et ce que j'aimerais, c'est que tu nous dises quel livre concrètement tu nous conseillerais de lire, voilà, pour essayer de pousser un petit peu, de pousser la réflexion dans les domaines ou dans les sujets dont on a parlé aujourd'hui. Oui. Alors moi, ma lecture est très, très variée, mais par exemple, tout à l'heure, tu me disais à l'immigré, quel livre je pourrais conseiller? Déjà, les grands classiques de la littérature française, vraiment tout, du Molière j'ai tellement de livres en tête, je sais pas. Là, je lis Maurice Druon, tu vois, la trilogie Maurice Druon. Il y a 3 tomes. Je suis en train de lire le premier tome. C'est ce qui a beaucoup influencé, par exemple, Le Seigneur des Anneaux. Non, pardon, pas Le Seigneur des Anneaux. Game of Thrones. Ça a beaucoup influencé cette série. Et voilà, tu vois, comme quoi en France, on a vraiment plein de choses, mais elles ne sont jamais mises en valeur. Et c'est toujours malheureusement les Américains qui s'y intéressent et qui en font après leur conflits américains, voilà, l'américaine, tu vois, la société américaine. Ouais. En tout cas, voilà, je lis Maurice Druon. J'ai beaucoup Stendhal, j'ai beaucoup aimé. Ça a vraiment fait partie de mon éducation littéraire et même pour l'enrichissement du vocabulaire. Et il y a aussi parmi les livres qui ont été importants dans mon éducation, dans ma liberté de penser, qui ont façonné ma liberté de penser et mon libre arbitre. Il y a aussi Le Juif imaginaire d'Alain Finkielkraut. C'est un peu
compliqué comme livre, c'est-à-dire que les mots sont très très riches, il y a un vocabulaire très riche, c'est très complexe comme pensée, mais ça vaut vraiment le coup de le lire. Par exemple, le Juif imaginaire, c'était il y a 40 ans pour dire à quel point il était visionnaire. Ça parle vraiment de cette facilité à la victimisation. Lui, il parle de ceux qui ont récupéré la Shoah pour se victimiser, la terrible Shoah. Donc ceux qui l'ont pas vécu, mais qui se l'approprient pour reprocher des choses aux autres. Ça me fait penser aux indigénistes qui, tous les 4 matins, vont reprocher le colonialisme à la France, etc., et qui vont rester là-dessus et continuer à jouer là-dessus pour faire culpabiliser et qualifier de racistes les Français d'aujourd'hui et oublier tout. Voilà, il y a eu des pages sombres, c'est vrai, mais il y a aussi des belles pages de l'histoire française. Et comment peut-on faire pour réconcilier tout ça et avancer, d'arrêter de regarder dans le rétroviseur et aller de l'avant pour faire nation tous ensemble, peu importe nos origines, peu importe nos croyances. Comment on fait pour tous avancer, faire avancer notre pays, pour notre santé aussi à nous, la santé du pays, c'est aussi la santé de ses citoyens. Donc voilà, ce livre était formidable et c'était il y a 40 ans déjà. Ensuite, j'ai lu récemment Paris est une fête d'Hemingway. Ce livre, en fait, il m'a interpellée parce que je me suis dit, waouh, un livre qui est positif, où on parle de la France en termes positifs. Paris est une fête, c'est un merveilleux titre. Je connaissais pas. Du coup, voilà, je l'ai lu et je le conseille. Et un dernier aussi, c'est Un cœur simple de Flaubert. C'est tellement merveilleux. C'est 3 nouvelles. Le livre, il doit faire une 50aine de pages. Ça se lit très facilement et c'est vraiment la simplicité de la vie, des sentiments et du quotidien. Enfin, je vais pas du tout raconter l'histoire, mais je vous invite vraiment à le lire. Voilà, c'est un livre que je lis souvent, c'est-à-dire que je crois que la dernière fois que je l'ai lu, c'était il y a 5 ans, mais j'ai dû le lire 3-4 fois. Je le relis en fait pour me rappeler cette histoire toute simple d'un cœur simple. Voilà, ça c'est les quelques références que je peux donner sur la littérature et la littérature française, en l'occurrence Flaubert et Finkielkraut. Et je voulais aussi ajouter quelque chose par rapport aux anglicismes. Voilà, mon amour de la langue française, il passe par le rejet des anglicismes. Pour moi, c'est pas possible d'utiliser des mots en anglais quand le vocable français existe. Je crois vraiment que je suis une militante de la langue française pour ça, parce que la langue française est riche et il y a tout pour exprimer toutes les émotions. Et je veux lutter vraiment contre ça. Par exemple, quand je reçois des courriels, je réponds pas. Quand je reçois des courriels en anglais, je réponds pas. Sauf une fois, je me suis permise de répondre à une dame qui m'avait proposé de parler d'un événement qu'elle allait organiser. Et vraiment, c'était plus fort que moi. Je voulais avoir sa réponse, donc je lui dis, mais pourquoi vous m'écrivez en anglais avec des mots anglais, mais je sais pas, dans la phrase, il devait y avoir 10 mots en anglais. Ouais. Et elle me dit, mais madame, c'est pour me faire comprendre du plus grand nombre. Je lui dis, mais madame, on est en France. Je veux dire, si vous parlez pas français aux Français, pourquoi que les Français vont comprendre l'anglais? C'est aberrant, quoi. Ouais, c'est fou, ce dénigrement de la langue française. Pour moi, c'est vraiment de la francophobie et de l'anti-France, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je suis d'accord avec toi et j'ai ce même amour de la langue française et cette même répulsion pour ces anglicismes qu'on nous vend aujourd'hui parce que, comme tu le disais au long de la vidéo, parler français, c'est plouc et parler américain, c'est à la mode. Eh bien, je pense l'inverse. C'est aussi le théâtre. Moi, j'aime beaucoup aller au théâtre. Je suis allée voir 2 pièces de théâtre récemment. Il faut purger bébé. Et l'autre pièce, vraiment, en plus, je suis un peu Alzheimer, donc vraiment, j'ai la mémoire assez courte, mais et une autre pièce de Molière, Tartuffe, voilà, Tartuffe de Molière. Tartuffe, ouais. C'est aussi pas mal, c'est une belle critique de la société. On se rend compte que voilà, ça n'a pas pris une ride parce que en 400 ans, c'est vraiment, on est toujours dans les personnages ont changé, les statuts ne sont pas les mêmes, mais c'est toujours la même problématique de la société. C'est vraiment une belle critique de la société. Je dirais pas seulement littérature, mais voilà, il faut vraiment. Le cinéma, c'est aussi très, très, très important dans la culture pour se faire une idée de la culture française et pour se l'approprier. Donc voilà ce que je peux donner en exemple. Eh ben, c'est parfait. Une toute dernière question cette fois, Claire. Si les gens qui nous ont écoutés et qui t'ont écouté aujourd'hui se disent « c'est super ce que nous dit Claire, on a envie de la suivre absolument », on a compris qu'on pouvait te suivre sur Twitter. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te suivre sur Internet ?
Oui, parce qu'en fait, sur Twitter, je suis de moins en moins présente. Je trouve que c'est un support très violent. La moindre publication est sujette à des insultes. Je suis beaucoup sur Instagram. D'ailleurs, je mets voilà, j'y publie toutes mes lectures. Donc Ah, là, d'accord. je viens d'y repenser. Par exemple, Les Illusions perdues, c'est un des derniers livres que j'ai terminé de lire, qui est de Balzac, qui est formidable, qui est merveilleux. Ça m'intéresse d'autant plus parce que je suis journaliste. Voilà un des classiques de la littérature française, avec des mots. Moi, ce que j'aime dans la littérature, c'est avoir mon petit dictionnaire à côté. Je découvre plein de mots et voilà, je vais fouiller dans le dictionnaire pour avoir la définition du mot que je connaissais pas et ça enrichit mon vocabulaire et je me sens vraiment les réseaux sociaux, voilà, je suis pas très, je suis de moins en moins présente dessus et surtout je me dis en fait la vraie vie elle est là, elle est dans mes livres. Je préfère aller lire un livre que de passer 3 heures parce qu'en fait quand on commence à aller sur les réseaux sociaux on décroche pas en réalité. Il se C'est passe vrai. rien, on n'a rien appris, ça n'a pas changé notre vie, ça nous a pas nourri intellectuellement. C'est que des gens qui s'insultent, c'est que des gens qui dénoncent ceci, tout est polémique, tout est sujet à polémique. Alors que quand je suis dans mon livre j'oublie tout ce qui se passe autour. Je suis dans mon histoire, j'ai appris un truc, j'ai imaginé un univers que j'ai lu, qui est peut-être pas celui que l'auteur avait voulu décrire avec précision, mais je me projette et ça fait travailler mon imagination et c'est ça qui est formidable avec la littérature française, c'est elle est à foison. Voilà, tout est beau, tout est magnifié, les mots sont beaux. Voilà, la littérature française, c'est aussi la subtilité des mots. Par exemple, je dis dans mon livre que la France aurait pu me manquer, mais pas me manquer au sens où c'est comment dire, comme quelqu'un qui vous manque, mais c'est comme rater. Ouais. La France aurait pu me rater. C'est ça la subtilité de la langue française. Et c'est merveilleux. Quelle belle conclusion sur une chaîne littéraire que de faire la part belle comme ça à la lecture. Merci beaucoup, Claire. Merci à toi, Cyril. Merci pour cet entretien et merci pour ton livre que je conseille à tous ceux qui nous regardent, évidemment. Un très, très beau livre, très touchant et très bien écrit.